Bon, les gars, il existe un privilège de lecteur dont je ne vous ai jamais parlé jusqu'ici et qui est pourtant crucial. Ce privilège, c'est la capacité à plonger dans le subconscient et dans les petits secrets les plus inavoués et les plus inavouables d'un auteur, non pas en payant un bataillon d'enquêteurs pour ratisser sa vie et explorer ses messages privés, mais juste en inspectant ce que le Gonze place de bon cœur sous notre nez, là, dans ses romans. Ça, c'est l'un des enseignements les plus perturbants et pourtant les plus irréfutables de mon parcours littéraire. Les auteurs ne peuvent pas s'empêcher de confier à de parfaits inconnus, par le truchement du papier, des trucs qu'ils n'avoueraient probablement jamais à leur femme ou à leur meilleur ami, même à 4 grammes et même en fin de soirée. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Oui, c'est assez dingue quand on n'a pas l'habitude, mais dans une certaine mesure, en tant que lecteur, vous êtes un peu le psy d'un gus que vous ne connaissez pas et qu'assez souvent vous n'avez pas envie de connaître. Et l'énième démonstration irréfutable de ce phénomène, je l'ai eu il y a pas longtemps quand j'ai lu ceci. Oui, je vais enfin faire un épisode sur ce bouquin de Bruno Le Maire. Vous me l'aviez beaucoup demandé, je vous ai entendu, arrêtez de spammer mes DM. Je vous ai compris. Alors, pour les 3 ou 4 australopithèques qui viennent d'inventer le feu et d'entendre parler de ce livre pour la première fois, sachez qu'il s'agit d'un long roman écrit par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie d'un pays qui n'en a plus, et paru en avril 2023. Et ce qui a beaucoup fait jaser, ce sont quelques extraits qui avaient fuité sur les réseaux sociaux à la sortie et qui mettaient en scène une relation torride entre le narrateur et sa copine sur fond de, je cite, renflement brun, qui était, je cite encore, dilaté comme jamais. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Amis de la poésie, bienvenue sur la chaîne du Hussard, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à passer sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran de votre smartphone premier prix avec des baffles pourris depuis lequel vous osez critiquer le son de mon micro, parce qu'aujourd'hui, on fait le point sur ce livre dont beaucoup ont ri, mais que moi, j'ai lu pour de vrai. Alors, comment un ministre normalement super occupé, numéro 4 de l'État français, a-t-il pu trouver le temps de gratter un pavé César aussi long alors même que l'économie nationale est entrée dans la pire dégringolade de son histoire depuis le crash de 29? Les sifflets, colibés et autres persiflages qui ont accompagné la parution de ce volume étaient-ils justifiés, proportionnés et mérités? Et puis, en vrai, finalement, au fond, ça vaut quoi fugue américaine? Eh bah, je vais vous le dire. Mais avant ça, sachez que si les intrigues de fiac plus ou moins bruns et de cours de piano plus ou moins malaisants vous gavent, cette vidéo vous offre également une sympathique alternative. Passez en description sur le site de La Giberne, la maison d'édition 100% indépendante que j'ai fondée et sur laquelle vous trouverez de bons livres, dont Pays réel, qui parle précisément des carabistouilles du pouvoir et de la faillite des démocraties. Foncez, ça devrait vous plaire. En plus, le catalogue se paye le luxe d'être moins onéreux que celui de Gallimard, à la fois sur les versions papier et sur les versions numériques. Franchement, passez faire un tour, ça s'impose les gars. Et puis, en attendant de recevoir votre livre, on ouvre le balai des punchlines. Bruno Le Maire entre dans l'arène, sortez les tomates, générique. Aujourd'hui, avant toute chose, va falloir préciser de quoi on parle. Parce que si beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler du fameux passage qui a fuité sur internet, peu auront, je pense, une idée précise du bousin. Alors, fugue américaine, de quoi ça parle? C'est l'histoire de 2 frangins, Franz et Oskar, avec un K, Wertheimer, qui sont les fils d'un feuge allemand réfugié en 1934 aux États-Unis et devenu architecte. Franz, l'aîné, est un grand gaillard maigrelet et pessimiste, disons-le même apathique, pour qui la vie vaut à peine l'effort d'être vécue et qui se destine à une carrière de pianiste professionnel. Son frère cadet, Oskar, est un jeune homme de 19 ans, énergique et sportif, plutôt vif d'esprit et qui étudie à Princeton pour devenir psychiatre. Commencez pas à faire des blagues sur les mezuzahs et la psychiatrie, je vous surveille les gars. J'ai une mezouza à la maison. C'est Melach HaMashiach. L'histoire débute donc en 1949 quand les 2 frères se rendent à Cuba pour assister à un concert d'un grand pianiste qui a vraiment existé, Vladimir Horowitz. Mais sur place, tout ne se passe pas comme prévu. Au dernier moment, Franz arrive en retard et manque le concert, tandis qu'Oscar décide de ne pas y aller pour retrouver sa copine de Princeton, une certaine Julia, sur la plage pour quelques câlins plus entre adultes consentants. Mais alors que le rendez-vous semble manquer, Oscar, qui réside dans le même hôtel qu'Horowitz, est soudain appelé à son chevet. Sans bien comprendre pourquoi, il s'y rend et découvre un homme anxieux, maladif, qui a besoin d'un médecin à plein temps pour le surveiller et le guérir. En gros, le mec est un hypocondriaque 3000 et il se cherche un toubib de poche. Oscar, qui n'est encore qu'un jeune étudiant, se retrouve donc à surveiller Horowitz fréquemment, ce contre quoi il ne demande pas d'argent, mais propose que Horowitz donne une leçon de piano à Franz pour perfectionner son style. La leçon a donc lieu et Franz en sort dégoûté et décide de ne plus jamais jouer de piano. Il devient donc agent immobilier et accumule pas mal d'argent avant de tout perdre, de sombrer dans la dépression, de partir vivre dans la lointaine banlieue de New York et de se terminado littéralement on the floor puisqu'il se jette d'un immeuble le jour de la mort de JFK. Mais ça, ce que je viens de vous résumer en 3 phrases, ça dure 400 pages dans le roman. 400 pages. Mais purée, qu'est-ce qui peut bien se passer pendant tout ce temps pour que le roman soit aussi long? Bah je vais vous le dire, absolument rien. Ou plus exactement, si. Il se passe qu'Oscar, qui est le narrateur de l'histoire et qui raconte dans une longue lettre rétrospective, alors qu'il est devenu un vieillard solitaire de 89 ans, la période 1949-1963 de son existence, il vous raconte tout sur Vladimir Horowitz. Tout. Son jeu, son piano, sa femme, son homosexualité, sa fille, son père, son beau-père, son rapport au succès, à l'argent, au voyage, à la mode, et même son goût pour
pour la dégustation de Sol, tout y passe. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Il y en a, hein. Il y en a. En fait, le livre est annoncé au début comme une tentative d'Oscar pour réhabiliter son frangin incompris auprès de ses neveux. On n'évoquera pas ici la cohérence d'une lettre de 400 pages découpée en chapitres, mais je vous laisse tout de même méditer sur la faisabilité de la chose. Mais en fait, le frérot, on en parle 50 pages à tout casser, et le reste, c'est du Horowitz. Horowitz à Cuba, Horowitz à New York, Horowitz au Japon, Horowitz en Europe, Horowitz dans ton lit, Horowitz dans ta vie. Jusque-là, c'est allé, mes amis, jusque-là. En fait, Bruno Le Maire, il brûlait d'envie de taper sa meilleure biographie de pianiste pour esthète raffiné, et on dirait qu'il a vaguement repeint son paplard in extremis en roman, ce qui fait que finalement, on a un gros souci de rythme dans la narration. Mais n'anticipons pas, ça, on va en reparler plus loin. En attendant, faut que je fasse un compliment. Quoi? Répète. Oui, vous avez bien entendu, un compliment. Fugue américaine, c'est loin d'être mal écrit. Mais genre vraiment loin. Alors non, c'est pas non plus Victor Hugo, Céline, Proust ou Balzac, mais toutes les règles qui font un texte acceptable d'un point de vue stylistique sont ici au vert. La ponctuation est respectée, la narration se fait au passé avec une gestion subtile des temps, les phrases ont un rythme agréable, le vocabulaire est précis, le découpage des chapitres évite toute forme de confusion. Enfin bref, je vais pas tout reprendre point par point, mais vous avez l'idée. Sans être le prochain Romain Gary, Bruno Le Maire fait clairement partie des quelques hommes politiques français qui écrivent bien, et même, sur quelques pages éparses, très bien. Alors, je sais, c'est surprenant venant de moi et connaissant mes opinions, mais je suis franc, quand un truc est bien mené, je le dis sans regimber. En revanche, si le style n'est pas déplaisant, au contraire même, l'écriture de Bruno se caractérise aussi par un certain nombre de partis pris qui peuvent franchement décontenancer. Le premier et le plus évident d'entre eux, c'est la manie de l'auteur de nous lâcher tout le temps des phrases dans des langues étrangères. Anglais, allemand, espagnol et même latin, oui, latin. Ce livre est farci de citations de protagonistes cosmopolites. Ah, j'allais me casser les couilles toute la nuit comme ça, là, parler anglais, là, hey, oh, hey, boy, oh. Alors ça, en soi, ça ne me pose pas de soucis, mais à une seule condition, que les passages en question soient traduits ensuite ou en note de bas de page. Parce que bon, moi, à la limite, j'ai fait 11 ans d'allemand, alors je déchiffre un poil le bretzel. Mais vu le niveau moyen des Français, même lettrés, dans la langue de Goethe, j'aime autant vous dire que certains seront plus paumés ici que Yann Moix à un concours de décence. Hey Bruno, réveille-toi, on n'a pas tous une licence de schleu, tu le mesures ça? L'autre parti pris notable de ce texte, c'est son hésitation permanente entre plusieurs genres, sans jamais choisir le sien pour de bon. Clairement, les passages où Oscar parle d'Horowitz, on est plus proche d'une biographie ou d'un livre d'entretien que d'un roman, tandis que les passages consacrés à Franz sont, eux, dans la veine des romans de mœurs français d'après 1960. Mais c'est pas tout. Vers la fin du livre, en 1963, Franz, en pleine dépression, se met à écrire des lettres à tout le monde. Et on bascule donc dans le roman épistolaire. Et quand je dis tout le monde, je suis pas en train de vous mentir. Dites-vous qu'il écrit quand même à JFK, Heidegger ou Sigmund Freud. Mais Freud est mort en septembre 1939. Vous voyez un peu le niveau de déglingue du pélo? On est passé pour des baltringues. Et la conséquence de ces changements de genre permanents, c'est qu'on sent très fort à quel point Bruno essaye de nous gratter un roman ambitieux aux accents de fresque, qui balaye tous les styles et toute une décennie de l'histoire mondiale, entre révolution de Cuba, drames familiaux, histoire de la musique et rapport évolutif entre deux frères que leurs caractères opposent. Oui, ça, on le voit bien. Le souci, malheureusement, c'est que faire un livre aussi ambitieux, a fortiori avec une structure aussi basique où un seul narrateur raconte toute l'histoire, c'est juste impossible. Totalement impossible. La tâche est beaucoup trop vaste, et à courir plusieurs lièvres, Bruno est incapable de maintenir la tension dramatique à un niveau satisfaisant. Et ça crée le problème majeur du livre. Il part dans tous les sens, mais aucune intrigue ne se développe. On a juste l'impression de suivre une espèce de frise chronologique, mais il n'y a ni véritable relation évolutive entre les personnages, ni péripéties inattendues, ni combat, ni épique, ni rien. En fait, Bruno est un énarque, fils de bonne famille qui n'a manqué de rien dans sa vie, et ça se sent lourdement dans son texte. Je l'imagine presque, en le lisant, en train de cocher des petites cases de son plan après chaque chapitre en mode « Alors, ça c'est bon, j'en ai parlé, ça aussi... Ah oui, maintenant il faut que je parle du menu préféré de Vladimir Horowitz. C'est important pour le lecteur, ça. » Hey, reste tranquille. Je vais t'en mettre une et tu vas redevenir normal d'un coup. Et idem pour sa représentation de la misère qui sonne totalement faux. Je veux dire, quand Franz s'est ruiné à la fin de sa vie, il garde quand même une femme de ménage et une ex-femme qui lui envoie des $1000, l'équivalent de 10 000 $ de maintenant, tous les mois pour boucler son budget. Alors c'est ça la fameuse pauvreté selon Bruno? Mais purée, je comprends pourquoi la France ne va pas bien en fait. C'est limpide quand on le lit. Le mec n'a aucune notion de l'argent et de la Hesse. Aucune. C'est la Hesse, ça veut dire... C'est bien. Bon, alors ça, naturellement, ça m'amène à parler enfin de ce qui vous a fait cliquer et à courir sur cette vidéo, l'histoire du renflement brun. Et pour la seconde fois dans cet épisode, je vais devoir prendre la défense de Bruno. Ceux qui ont voulu utiliser cet extrait pour vous moquer de l'homme politique et de son action, vous êtes complètement passé à côté de votre mission. Complètement. Parce que si on met de côté le fait que ce récit est censé être le fait d'un homme de 89 ans qui s'adresse à ses neveux, et que donc il est un peu déplacé d'y trouver des récits de débat sur des plages des Caraïbes, la scène de fiac en question, elle est plutôt bien écrite, prenante, et en plus elle s'intègre dans le fil de l'histoire. Franchement, c'est pas un scandale cette scène. Faut arrêter quoi. Faites pas vos prudes, et en plus c'est très correctement écrit. Je sais que 99,99999% des gens qui ont réagi n'ont pas pris le temps de lire ce livre comme moi, ce que je comprends aisément, y a pas de souci, mais repentez-vous, vous avez foiré. Il y avait beaucoup plus intéressant à cibler dans ce texte. Et là, on va dérouler le drama, faites sonner la charge. Fugue américaine est une confession totale et presque gênante de transparence, rédigée par un ministre français et adressée à qui saura lire entre les lignes. Tout, vous saurez tout sur Bruno. Déjà, on va parler du personnage de Julia. Elle, c'est la solide cubaine 9,9 sur 10 qu'Oscar défouraille façon Predator dans les extraits qui avaient fuité.
cité. Et à un moment donné, vers le début du roman, elle accompagne Oscar et Vladimir en boîte où elle rencontre un beau Cubain. Aussitôt, elle se met à le draguer, plus danser avec collé serré, plus partir avec lui aux toilettes sous les yeux d'Oscar impuissant qui ne tente même pas de réagir. Et vous savez ce qu'il fait ? Il court dans une église de Cuba et se confond en prière en imaginant avec force détail sa Dulcinée le tromper à cet instant précis, avec ce Cubain qui est, je cite, plus musclé que le narrateur. Et là, normalement, vous devez vous dire... Quelle indignité. Et puis aussi, ok, ce personnage de garce ne reviendra jamais dans le roman. Mais si, 1000 fois si. Oscar, un peu plus tard, il la reprend sa Julia de poche et il va même passer des années avec elle. Mais attendez, c'est quoi ce délire ? Il est où le respect là ? Ça porte un nom ce genre de fantasme me semble-t-il. Bruno. Oh Bruno, ne serais-tu pas un cuck ? Les cucks, C-U-C-K-S au pluriel. Il a donné sa femme à un autre homme. Et il a assisté à leurs ébats. Mais enfin, ça va pas. Bon, alors ça c'est pour les aventures d'Oscar alias Bruno à Cuba. Maintenant, parlons politique. Ce texte, par son sujet artistique et son décalage temporel, puisque tout se passe entre 49 et 63, on pourrait penser qu'il n'a pas grand chose à dire sur notre époque. Et pourtant, au détour d'une page, si vous lisez attentivement, vous verrez Bruno vous parler du déclin du catholicisme en Occident. Et à cette occasion, il vous dira ceci. Le monde occidental ne verrait pas venir cette révolution spirituelle. Il n'en mesurerait pas les conséquences tout entier abandonné à une nouvelle religion, celle de la planète et de sa vie sauvage, qui lui interdirait de comprendre les autres religions qui persistaient ailleurs et parfois même s'enraciner chez lui dans une hostilité sourde. La question était tranchée, on ne s'occuperait plus que du climat. Mot. Est-ce que vous avez bien lu ? Est-ce que vous avez bien entendu ? Est-ce que vous avez bien compris ? Je crois que de ma vie entière, je n'ai jamais vu une confession politique aussi explicite. Alors Bruno, on ne croit plus au vivre ensemble ? On défend plus le synchro-saint climat ? On a des doutes sur le devenir des civilisations ? Alors, pauvre bichon, la social-démocratie et le capitalisme ne seraient pas les deux modèles indépassables ? Alors, ne me dites pas que ceux qui vous prétendent le contraire à longueur de plateau télé depuis 40 berges ne croient pas un mot de leur propre baratin. J'en reste quoi ? Bouche bée, stupéfait, sonné, quelle révélation dis donc ! Et des petites dingueries du même genre, vous en avez plein le bouquin. Pour qui sait savourer les digressions d'Oscar, Fugue américaine devient, c'est en tout cas mon impression et ma grille de lecture, une fenêtre ouverte sur l'intimité de Bruno. Que ce soit son rapport à l'amour, à la famille, au communisme, aux impôts, à la géopolitique, à l'histoire, au climat, à l'islam, au christianisme, ce livre vous dira tout. D'ailleurs, on a prétendu que Macron avait pété un câble à la parution de ce livre, soi-disant parce qu'il trouvait que ça faisait pas sérieux pour un ministre d'écrire des romans et de les publier en étant en fonction. Alors moi, cette anecdote, j'ignore si elle est vraie, mais ce que je crois, en revanche, c'est que si Macron avait lu ce livre comme moi, il aurait carrément incendié son ministre. Et je vous prie de croire que là, je parle pas au figuré. Alors, en définitive, qu'est-ce que je pense de ce bouquin ? J'en pense qu'à une époque où le successeur de De Gaulle s'appelle Macron, il est logique que le successeur de Malraux s'appelle Le Maire. Il y a entre ces deux figures publiques, De Gaulle et Macron, le même rapport de rabougrissement, de nanisme intellectuel et d'abandon des ambitions nationales qu'entre Malraux et Le Maire. Alors, plutôt que de lire le succès d'année, lisez l'original. Lisez Malraux, j'en avais déjà parlé sur la chaîne il y a longtemps et je vous remets les liens en description. Et si c'est déjà fait, pour en savoir plus sur la mollesse et le renoncement des puissants, lisez Le Guépard de Lampedusa. Lui aussi, j'en avais jacté il y a vraiment longtemps. Et puis, surtout, lisez Pays réel et courez voir La Giberne. Il est urgent d'envoyer un signal fort à l'édition, moins de ministres désabusés et plus de beaux styles SVP. Vite, ça urge. Tentez le coup, ensemble on peut y arriver les gars. Le capitalisme vaincra. Fugue américaine, de loin, est le moins mauvais des livres que j'ai traités dans Bérésina. Je pourrais presque vous recommander d'y jeter un œil s'il n'était pas aussi long, verbeux et puis surtout osef dans ces sujets abordés. Parce qu'en définitive, qui en a quelque chose à faire de Vladimir Horowitz aujourd'hui ? Alors oui, quelques connaisseurs, quelques esthètes, quelques spécialistes du piano, j'en doute pas. Mais à l'heure des grands défis planétaires et géopolitiques, cette intrigue bourgeoise et feutrée me semble tout à fait représentative d'une mentalité française que je ne supporte pas, celle qui consiste à tout vouloir faire petitement, mesquinement, bassement, dans son coin et avec 80% d'imposition à la clé. Alors quoi Bruno ? Un peu de souffle, un peu de respiration, fais-toi prescrire une ventoline, fichtre Saint-Gris. Allez, pour financer la vente auto de Bruno, passez faire un don sur le magnifique Tipeee de la chaîne, et puis abonnez-vous, likez et clochez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui devrait bien vous plaire. Rompez. Hein ? Quoi ? Ah oui, le naufrage de ce livre. Voici ce qui s'est passé. Emmanuel Macron is Jupiter. Mais vous fumez, monsieur. Emmanuel Macron is Jupiter. Emmanuel Macron is Jupiter. Emmanuel Macron is Jupiter. Emmanuel Macron is Jupiter. Jupiter. Oui, d'accord.